Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Helloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle année sur 11e art. Avant de commencer cette émission, je me joins évidemment à toute l'équipe d'11e art pour souhaiter une très bonne année à toutes celles et ceux qui nous écoutent et pour les remercier encore une fois évidemment de leur fidélité. On espère vous accompagner de la meilleure des façons dans cette belle année de sport qui nous attend et en espérant que vous soyez toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et comment commencer l'année sans évoquer un sujet qui a animé la fin d'année 2023 et qui devrait faire les gros titres tout au long de l'année à venir. 977, ce sont donc le nombre de jours qui se sont écoulés entre l'article du New York Times du 18 avril 2021 annonçant la création d'une Super Ligue européenne et le 21 décembre dernier, jour où la Cour de justice européenne publiait un arrêt décrétant que les règles de l'UEFA et de la FIFA étaient contraires au droit européen de la concurrence et ouvraient donc la porte à une version 2.0 du projet Super League. En effet, cet arrêt stipule que l'organisation des compétitions de football interclubs et l'exploitation des droits médias sont à l'évidence des activités économiques et elles doivent donc respecter les règles de concurrence ainsi que les libertés de circulation. Quelques heures après sa publication, la société A22, qui porte le projet Super League, organisait une conférence de presse pour présenter sa nouvelle mouture. Excite le projet à 20 équipes, dont 15 automatiquement qualifiées. Cette fois-ci, A22 présentait une version avec 64 équipes réparties dans 3 divisions différentes. Cette compétition aura lieu en milieu de semaine et viendra donc remplacer les compétitions européennes actuelles. Et elle reprendra en partie le format de la compétition avec une phase de poule et une phase à élimination directe, mais augmenterait le nombre de matchs par équipe avec un minimum de 14 matchs par saison. En 2021, l'une des principales critiques émanait du caractère semi-fermé du projet. 15 des 20 équipes participantes avaient leur place assurée pour la saison suivante, ne laissant qu'une place infime aux équipes de moindre calibre et supprimant tout aspect méritocratique. A22 semble bel et bien avoir entendu les critiques à ce sujet, en instaurant cette fois-ci un système de relégation entre chaque division, puisque chaque année, 2 équipes passeront de la division 1 à la division 2, pendant que 2 autres feront le chemin inverse. Même chose entre la division 2 et division 3, pardon. En plus de ça, 20 des 32 équipes de la division 3 sortiront chaque saison de la compétition pour être remplacées par d'autres qualifiées en fonction de leur performance dans leur championnat domestique respectif. Mais la grande innovation de ce nouveau projet de Super League réside dans la façon dont sera diffusée cette compétition. En même temps que l'annonce de ce nouveau format, A22 a aussi dévoilé la création de la plateforme Unify, une plateforme financée uniquement par la publicité et qui permettra aux milliards de fans de football de regarder les matchs de la Super League gratuitement. Excite donc les multiples abonnements hors de prix pour regarder du football. Toutes ces annonces ont bien évidemment été suivies de leur lot d'interrogations et de critiques. Beaucoup de journalistes, suiveurs ou simples fans ont rapidement remis en cause l'aspect méritocratique de ce nouveau format. Certes, ce dernier propose une version beaucoup plus ouverte que sa première mouture, mais le système de relégation semble aujourd'hui encore trop élitiste pour certains. L'exemple du Racing Club de Lens est régulièrement revenu sur le devant de la scène. Pour se frotter au gros européen, le club nordiste devrait donc se qualifier pour 2 finales européennes consécutives. Dans le même temps, un club comme Chelsea, qui accumule ces dernières années des résultats très décevants, verrait sa présence dans la division 1 quasiment assurée chaque année. Un argument auquel A22 a répondu en promettant une augmentation des revenus de solidarité destinés aux clubs non qualifiés pour la compétition, qui s'élèverait à minimum 400 millions d'euros, soit le double que ce que propose actuellement l'UEFA, et qui permettrait aux petits clubs d'assurer de nouveaux revenus et donc une potentielle croissance plus importante. Là encore, certaines critiques ont émané, affirmant que même si les petits clubs touchaient une part plus grande, les inégalités ne feraient en réalité que se creuser puisque les grands clubs toucheront eux aussi des revenus plus importants. La question économique a aussi été mise en avant avec la création de la plateforme Unify. Un business model axé sur la gratuité serait intenable à moyen terme selon certains, malgré la présence de publicité et la possibilité d'abonnements premium avec diverses options supplémentaires. En d'autres termes, ce nouveau projet vient bouleverser l'équilibre déjà vacillant des compétitions européennes. A22 propose ici une version bien plus édulcorée que son premier projet, avec des idées novatrices mais aussi certaines limites. Et en parallèle, l'UEFA patauge avec une réforme illisible de sa Ligue des Champions, tandis que l'UESCA et l'UCE, les deux syndicats de clubs européens, font valoir leurs intérêts. Reste maintenant à savoir ce que deviendra le football européen. La Super League est-elle une fatalité? L'UEFA peut-elle reprendre le contrôle sur la situation? Ce nouveau projet représente-t-il réellement une quelconque forme de régulation et respecte-t-il un mythe méritocratique du sport? C'est ce dont nous discuterons dans ce 13e épisode du COMEX, la Super League, enfin à la fin de l'histoire.
Point d'interrogation. Et pour m'accompagner évidemment dans ce premier épisode du COMEX de l'année, les membres permanents sont bel et bien là. D'ailleurs, s'il n'était pas déjà membre à part entière de ce COMEX, il serait probablement un candidat légitime pour le poste de Premier ministre afin d'assurer la base électorale de la droite de l'extrême centre. Bonne année Thibaut. Bonne année, oui, l'extrême centre, Toujours. présent. Après, je penche quand même côté droit, on va Bah, pas se mentir. j'allais dire, attendez, j'ai vu quelqu'un qui se revendique d'extrême centre et qui n'était pas de droite Centre-droit. réellement. Oui, c'est un ancien les déçus de la gauche, en fait, Voilà. qui ont du mal à assumer le fait qu'ils aient voté un jour à gauche, qu'ils se soient donc trompés. Cette fois-ci, l'expérience aidant, savent qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Voilà, exactement. Les pages saumon de l'histoire. Voilà. Qui dit nouvelle année dit évidemment nouveau bouquin à écrire. Il paraît d'ailleurs que ton prochain livre, JB, portera sur les rebondissements du dossier Mbappé, un livre en 7000 chapitres. C'est bien ça? Ouais, j'ai hâte qu'il parte, qu'il fasse quelque chose, mais qu'il se décide, bordel, parce que il faut qu'on clôture, là, j'en peux plus, là. Kylian, va-t'en. Ou reste, mais décide-toi, on dirait une meuf de 14 ans, quoi. C'est vrai. 15 jours de vacances, association forte pour le charmeur de laine. Commencer par des dégustations de foie gras près des plages de Deauville, pour finir par une séance de tir au but dans le stade de Sanas-Gratien. Bien reposé, David? Ah parfait, là je me porte comme un charme. Je suis prêt à attaquer l'année sous les meilleurs auspices. Très bien, encore une bonne nouvelle. Et enfin, je resterai sobre sur sa présentation, sous peine de devoir dévoiler des clichés de son état de samedi soir sur les réseaux sociaux. La rentrée s'est bien passée, Flo? C'est très bien passé, j'en ai eu d'autres aussi, hein. Je crois que tu as tenu un magnifique micro durant certaines soirées de ce week-end, donc si tu veux pas que ça sorte, tu sors rien. Non, ça va très bien, bonne année à tous. Bah, le micro le samedi soir comme le lundi soir, hein, faut le savoir. Exactement. C'était pas le même. Mais... Enfin bref, n'hésitez pas, si vous pouvez nous soutenir évidemment, à participer sur notre cagnotte Hello à ceux que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des petits pouces. C'est hyper important pour notre référencement et pour nous aider à grandir dans cette nouvelle année. Après, vous avez dû recevoir des ronds ou des étrennes ou des trucs comme Voilà, ça pour vous Noël, avez donc il va forcément falloir des petits restes du de budget rab, qui des cadeaux traînent. que vous avez vendus Voilà. honteusement le 26 sur Sur Vinted. Vinted, voilà. Exactement. Exactement. Bon, messieurs, la Super League, la fin de l'histoire. C'est évidemment Thibaut qui va s'emparer de ce sujet en premier aujourd'hui. Oui. Le projet de Super League 2023-2024 est-il la fin de l'histoire? Pourquoi cet intitulé? D'abord parce qu'il s'inscrit dans un projet ancien, une dynamique ancienne d'intégration européenne par le sport. Et les premières traces de compétition européenne interclub remontent aux dernières nouvelles. On avait consacré une émission à ce sujet-là, à 1934, c'est-à-dire 2 ans, 1 an, 2 ans après la création du championnat professionnel en France. Et donc, de la part de Jean-Bernard Lévy, je renvoie à l'épisode consacré à ce sujet-là. Jean-Bernard Lévy, qui dans les colonnes de Miroir du sport, évoque la possibilité d'une compétition interclub sous la plume de Gabriel Hanno, un débat s'enclenche, bref. Jean-Bernard Lévy, qui était le président du Racing Club de France, qui était à l'époque le club phare du championnat de France, qui, je rappelle, venait d'être créé. Tu détailles tout ça dans notre épisode 11 du Voilà. COMEX. Voilà. Donc, je vais pas C'est un mois à peu près. m'étaler là-dessus. Donc ça, c'est la première trace. Alors, j'ai essayé comment dire, établir un peu des grandes périodes dans cette intégration européenne. Donc la première, donc, qui démarre en 36 et qui s'arrête en 55, c'est-à-dire la création du premier trophée. Donc entre les deux, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Donc 36 à 55, c'est le moment où c'est la genèse, si je puis dire, la préhistoire de la Coupe d'Europe. Il y a plusieurs projets concurrents, il y a même des compétitions européennes qui existent déjà, pas pan-européennes, c'est-à-dire qui ne concernent pas toute l'Europe. Il y a la Coupe Mitropa en Europe de l'Est, il y a la Coupe latine autour de la Méditerranée. Bon, après les Anglais, il y a la Coupe en Angleterre entre eux. Donc il y a comme ça quelques projets, ce sont des initiatives privées entre les clubs. Mais la première grande initiative européenne, c'est la Coupe des clubs champions, portée par l'équipe en 1955 et Gabriel Hanno, à laquelle l'UEFA adhère, qui venait d'être créée 1 an avant
quelques mois plus tard. Les Anglais ne participeront pas à la première édition, ils participeront dès la deuxième. Oui, dès la deuxième. Donc c'est la première le grand événement dans la construction européenne, c'est ça. On passe, on entame là une deuxième période qui est la période un peu l'âge d'or de la Coupe d'Europe, que j'ai daté entre 55 et 98. C'est le moment où la Coupe d'Europe n'est pas vraiment contestée. Elle écrit ses lettres de noblesse du Real Madrid jusqu'au Real Madrid, parce que 98, c'est le Real qui le gagne aussi. Donc c'est le moment où la Coupe d'Europe acquiert ses lettres de noblesse. Et 98, pourquoi ? Parce que c'est le début de la fronde des grands clubs. On est en pleine période post-Bosman, le moment où les investissements dans les clubs explosent, et le moment où les grands clubs veulent se renforcer, c'est la course aux armements, et où l'UEFA devient un concurrent aux grands clubs européens. Donc c'est 98. La création de l'ECA date de cette période, c'est 2000. Jean-Michel Aulas devient lui-même d'ailleurs président de l'ECA en 2007. Et l'ECA, il y a une première proposition de Coupe d'Europe par Media Partners en 98. Déjà une première proposition de Super League, d'European Super League. Première proposition en 98. Il y en a une autre, j'ai noté en faisant des recherches. Donc ça, c'est 98. Première proposition donc à l'été pour 36 équipes. Finalement, ça se résout par une négociation en octobre où l'UEFA accède aux demandes des grands clubs et crée la Coupe d'Europe à 2 phases de poule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date d'octobre. Abomination complète. Voilà, abomination complète, mais qui était une réponse à un premier coup de pression des grands clubs. Matchs, ouais. Et il y en a un deuxième. C'est 98-99 d'ailleurs, la première session de phase de poule, je crois. Ouais, je crois, ouais, je parle. C'est Bordeaux qui la joue après. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et la deuxième phase de pression, si je puis dire, des grands clubs, c'est 2008, 10 ans plus tard. Alors la première est poussée par le Real Madrid déjà, par Lorenzo Sanz. Et ensuite, juillet 2019, Florentino Pérez évoque à nouveau un projet de Super League. Et dans la foulée, nouvelle réforme de la Ligue des Champions, et c'est l'apparition des 3e et 4e des grands championnats européens. Donc, on voit dans ces 4 phases, et là, la phase dans laquelle on est, jusqu'à 2021, pour moi, c'est une phase qui s'éclot à ce moment-là, parce que pour la première fois, la compétition a vu le jour, même si ce n'est que 2 jours. Il y a eu une vraie sécession de la part des clubs. Donc là, on arrive dans une autre phase, dans une nouvelle phase. On a un projet qui est sur la table. Maintenant, l'équilibre a changé. L'arrêt de la Cour de justice européenne change la donne en matière de régulation. Donc, c'est à mon sens une nouvelle période encore dans l'intégration européenne. En résumé, une chose, 2 dynamiques toujours présentes. D'un côté, la dynamique des clubs, la dynamique de concentration autour des clubs, c'est-à-dire, on pourrait dire, de force centrifuge, c'est-à-dire de l'idée que l'intégration européenne se fait autour des clubs, c'est-à-dire les clubs qui ont le précédent sur l'UEFA. Tous les clubs dont on parle, les grands clubs, soit le Real Madrid, le Barcelone, l'Inter, sont des clubs qui sont plus anciens que l'UEFA, qui ont parfois plus de 50 ans de plus que l'UEFA, donc qui ont une tradition beaucoup plus ancienne, qui sont à l'origine de toute l'histoire du football européen, et donc qui considèrent qu'ils ont une sorte de préséance, de droit de préalable contre l'UEFA. Donc une construction européenne autour de ces clubs qui, pendant un certain temps, a été consensuelle avec l'UEFA, mais une deuxième dynamique qui a déjà été présente, on en parle dès 1936. Enfin, ça, c'est la première dynamique qui est présente dès 1936. Et la deuxième dynamique est la dynamique institutionnelle, multilatérale, centripète, si je puis dire, autour de l'UEFA. Où l'UEFA devient une sorte de garant transcendantal des compétitions, neutre, de figure de régulateur, type État jacobin, type un peu à la française, figure universaliste, chargée de rassembler les intérêts parfois contradictoires des clubs. Et cette dynamique-là, ces 2 dynamiques sont parfois contradictoires et forment une sorte de dialectique. Et là, c'est là que j'introduis mon concept philosophique, la dialectique, vous en avez sans doute entendu parler. Chez Hegel en particulier, c'est l'idée que 2 termes opposés finissent par se résoudre par une synthèse. C'est la fameuse thèse, antithèse, synthèse. Eh bien, la Coupe d'Europe est en permanence dans cette contradiction-là, dans cette dialectique de 2 forces qui s'opposent en attendant un troisième moment qui va être une sorte de surmontement provisoire
de la contradiction, mais qui finit toujours par advenir. Il y a dans l'apparition de cette Super League en 2021 et surtout le projet de cette année et l'arrêt de la CJUE, l'idée d'une attente d'un compromis, une attente d'une synthèse. Ma position sur la question, je l'ai déjà pu l'évoquer, c'est de considérer que le projet en tant que tel est intéressant, mais si on s'en tient en tout cas à l'histoire de la Super League, à l'histoire de la construction européenne, il est qu'un préalable avant un éventuel compromis. La question est de savoir, est-ce qu'il y a un compromis possible et quel est le rapport de force? Pour l'instant, il n'est absolument pas favorable à la Super League parce qu'il n'y a que 2 clubs trois clubs qui se sont montrés favorables avec Napoli. 3,5, ouais, avec Naples peut-être. Avec Napoli, alors certains disent qu'il y en a beaucoup plus en sous-main, etc. Enfin bon, en tout cas publiquement, pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Mais qui a avec lui, et c'est pour ça d'où je reviens au titre de notre épisode, peut-être une sorte de sens de l'histoire. C'est-à-dire que on sent que la construction européenne est en dynamique permanente, la construction des clubs, et que cette idée d'une compétition transcendante, d'une compétition qui dépasserait l'UEFA, non seulement serait une forme de rupture du statu quo, mais surtout serait une sorte de retour à l'origine de ce qu'est la Coupe d'Europe, à savoir une compétition interclub, sans l'UEFA. Moi, à titre personnel, je trouve que le format proposé est intéressant, et surtout, on en parlera sans doute après, un format ouvert bien sûr, mais surtout la gratuité proposée, un nouveau modèle économique, parce que nouveau format, mais aussi modèle économique, mérite en tout cas qu'on s'y arrête. Merci beaucoup Thibaut, et je vais laisser JB enchaîner. Alors, pour moi, la Super League et surtout la décision de la Cour européenne de justice, ça a ouvert une porte. Alors, pour notre émission, on a parlé de la fin de l'histoire. Moi, ce que je vois, c'est que cette porte ouverte vers la fin de l'histoire, ça nous amène quand même à réfléchir à une décision dont personne n'a vraiment mesuré la portée. Je suis d'accord avec Thibaut sur le fait qu'on a une révolution en puissance qui est là, avec aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est pas une décision qui est aussi favorable qu'on le croit, il suffit de lire ce qui a été écrit. Et on a tendance à oublier une chose, c'est que le conservatisme est là. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même une majorité des acteurs qui n'en veulent pas, et que, à mon avis, il faut mieux, avant de s'enflammer et de parler de fin de l'histoire, temporiser. Moi, je pense que la Super League, c'est d'abord quelque chose de très générationnel. L'objectif, c'est d'abord d'aller chercher des datas, c'est d'abord d'aller chercher et de se rentabiliser avec ça. C'est d'aller parler à une génération finalement qu'on va appâter avec une plateforme gratuite. C'est la génération de Flo, c'est la génération de Val. C'est une génération finalement qui va aimer Cherki, qui va écouter du Jul. En gros, c'est les newbies, c'est les copines à peine majeures de l'ISCA. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Après, pour moi, ça me parle pas. C'est-à-dire que cette fin de l'histoire, ça me fait plutôt penser à Fukuyama et à Hegel. Le premier s'est planté, la fin de l'histoire, on a vu ce que ça donnait. Et le deuxième, c'est en allemand, donc j'ai toujours eu un mal fou à aller plus loin. Ce qu'on voit, c'est en dehors de la vanne, c'est que la Super League, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Et il y a la volonté finalement de mettre en place une désintermédiation, c'est-à-dire de sortir du cadre fédéral et d'aller sur un cadre exclusivement business. Avec un problème, c'est que derrière, ça a tendance à oublier le politique. Je disais justement dans la continuité de Thibaut que ce qu'on voyait, c'est que le politique, depuis quasiment 5 décennies, s'était accordé finalement avec les compétitions européennes, avec le sport tel qu'il était. Ce projet de la Super League, moi, il me fait étrangement penser au projet sorti par Gianni Infantino en Afrique, qui s'appelait au départ l'African Super League et qui est devenu ensuite l'African Football League, c'est-à-dire la première compétition organisée par la FIFA avec la CAF sur le sol africain. Ça a été débaptisé parce que la Super League avait mauvaise presse. Et ce qu'on voit ici, c'est que cette compétition-là n'a pas forcément pris. Alors, on a vu le Wydad affronter le club de Sundown, le club sud-africain. C'est les Sud-Africains qui l'ont remporté. Mais ça n'a pas déclenché un enthousiasme fou. Derrière, on sait qu'il y avait des fonds saoudiens. Et là, moi, quand on parle de fin de l'histoire, je me demande d'abord surtout qui est à l'origine du projet. On a parlé des Saoudiens, on a parlé de Gianni, on a parlé des Américains. En tout cas, on a parlé d'énormément d'acteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est très loin du modèle européen tel qu'il était. Et c'est là où le politique, moi, à mon avis, va revenir. Quand je parlais de conservatisme tout à l'heure, moi, je me dis que ce projet-là, il pose un problème politique. Si le sport n'est pas une compétence de l'Union européenne, ça reste une compétence d'appui, et c'est quelque chose qui est scruté. On a déjà vu les acteurs politiques européens se positionner. Aujourd'hui, on est face à une Europe qui vieillit. Et dans ce cadre-là, là où au moins 80% de l'argent produit par le football
pour l'instant, est encore généré en Europe, si on ajoute à l'Europe la Première Ligue, on va se rendre compte que dans ce cadre-là, le politique a encore un mot à dire. On l'a vu avec l'arrivée des Saoudiens un temps, on l'a vu avec la première vision de la Super League. Et moi, j'ai du mal à croire au projet d'A22 parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de cheval de Troie, finalement, qui vise à privatiser un bien qui restait plus ou moins accessible, qui supposait certes d'avoir des abonnements, mais en tout cas qui permettait à chaque acteur, à partir du moment où il était méritant sportivement, d'y aller. Aujourd'hui, quand on regarde le projet d'A22, il est difficile à lire, incompréhensible. Il ne me paraît pas aussi favorable que ça. Moi, les systèmes des trois chapeaux, j'ai eu énormément de mal avec ça. Et ce qui me pose problème avec justement cette fin de l'histoire, c'est que si on prolonge, c'est tout le financement du football amateur qui est remis en cause, et plus sûrement derrière une partie du financement du sport. Et c'est là où ça devient un sujet politique. Dans une Europe qui vieillit, dans laquelle, par exemple, l'idée de bouger est devenue la cause nationale française, cette question-là, elle devient prioritaire. Et même pour des raisons populistes et démagogiques, les gouvernements ne laisseront pas faire. Et on a déjà vu la Première Ligue mettre en place tout un ensemble de points de règlement visant à empêcher les clubs d'y aller. Donc, est-ce que c'est un ballon d'essai pour aller plus loin? Est-ce que c'est une tendance profonde? Moi, je serais plus réservé. Je peux comprendre l'opportunité, la Super League. Je peux comprendre ce qu'en pense Thibaut, c'est-à-dire que finalement, le projet est quand même meilleur qu'à l'origine. Mais ce projet-là, finalement, c'est la LDC, c'est la Ligue des Champions actuelle. Et quand on est fan du PSG, de toute façon, on sait qu'on la gagnera pas. Et la prochaine, on la gagnera pas non plus. Donc moi, je serais plutôt à temporiser et à attendre de voir ce que David pense de tout ça. Bah justement, David, je te laisse enchaîner. Oui, tout à fait. Alors, merci de me passer le relais. Moi, pour ma partie, j'ai essayé de me glisser donc dans les mocassins d'un investisseur potentiel et de prendre en compte donc ce projet de Super League tel qu'il est actuellement, pas tel qu'il sera ou tel qu'il a été présenté justement par A22 dans la foulée de l'arrêt donc positif, en tout cas en apparence, pour la création de la Super League et de me dire, ce projet d'A22, est-ce qu'il influencerait mon choix positivement, négativement, et en quoi il influencerait mon choix en tant qu'investisseur? Donc, je ne vais pas vous répéter la sempiternelle ritournelle du football, notamment français, qui a besoin d'investisseurs, mais je vais quand même vous donner 2 chiffres. Le premier, c'est les comptes courants d'associés. Donc, c'est l'argent que les actionnaires réinjectent dans le club pour combler le déficit d'exploitation, donc avec les joueurs. Il est 320 millions d'euros en Ligue 1 et de 68 millions d'euros en Ligue 2. Donc, c'est quand même des sommes relativement conséquentes. Ça, c'est le montant donc, que le club doit à ses actionnaires. Et la perte nette en Ligue 1 en 21-22, c'est 581 millions. Donc, voilà. Donc, moi, quand je regarde la Super League, je suis un investisseur potentiel, c'est-à-dire que ma présence est plus que souhaitée. Elle est requise, voire vitale. Et quand je regarde le projet d'A22, je ne vais pas maintenir le suspense, je trouve qu'elle est décourageante pour énormément de clubs et d'investisseurs, sauf bien évidemment les pères fondateurs, puisque on peut penser que derrière A22, il y a la main justement des 3 clubs en question, le Real, le Barça et la Juve. Et à part des clubs opportunistes comme le Napoli, j'ai du mal à voir l'intérêt de ce projet pour justement l'écrasante majorité des clubs. Pourquoi? Parce que je me pose 4 questions en tant qu'investisseur. C'est qui, pourquoi, quand et combien? Qui est derrière ce projet? Est-ce que ce projet est bon? Qui le porte? Et quand je regarde qui le porte, ça a quand même 3 clubs, surtout le Barça et la Juve, qui se vantent d'instaurer un nouveau système de régulation. Et je me dis quand même que le Barça, qui a vendu la plupart de ses flux futurs, qui a une dette de 600 millions d'euros, qui va peut-être pas être autorisé à jouer la Coupe d'Europe parce qu'il a comptabilisé justement la vente d'actifs intangibles comme vente de joueurs à la base de régulation, c'est quand même un peu fort. Idem pour la Juve. La Juve qui s'est auto-exclue des Coupes d'Europe par prévision,
car suite au scandale des plusvalenza, des plus-values. Donc en fait, il y avait des échanges de joueurs comme Arthur Pjanic avec le Barça et sans échange de flux financiers, et ils inscrivaient une valeur gonflée au bilan pour justement tromper le fair play financier. Et c'est quelque chose qui a notamment impliqué Longoria avec l'échange Marley Ake-Franco Tonga, qui a impliqué énormément de clubs en Europe, qui étaient vraiment institutionnalisés. Le Real, depuis la vente, enfin la constructibilité des terrains à la mairie qui lui a permis de redresser ses comptes, il y a 20 ans, il n'y a pas de scandale à proprement parler. Mais j'ai l'impression que ce système de régulation indépendant, il sera essentiellement porté par ces 3 clubs, qui n'ont pas forcément le track record pour se dire que leur système de régulation, ça mieux que le système de régulation de l'UEFA. Donc ça règle qui? Le pourquoi, moi je suis allé tout simplement voir en fait sur le site d'A22, qui pourrait d'ailleurs être un peu mieux fait, et l'argument, les 3 arguments qu'on te matraque en te disant pourquoi la Super League. Le premier, c'est la participation au mérite. J'ai du mal à voir en fait comment la création d'une espèce de noblesse de robe par l'instauration, donc je crois que c'est la Gold League en fait, la Star League par exemple, celle qui est tout en haut. Il y a très 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 peu de chances que les clubs qui démarrent en Star League sortent complètement de la Super League. Là où actuellement un club comme Chelsea, Arsenal n'a pas joué avec des champions pendant longtemps, Liverpool a passé quasiment 10 ans en dehors de la compétition phare. Donc cette participation au mérite, j'ai du mal à la déceler. Idem sur le fait qu'il n'y ait pas de membres permanents. Il faudrait quand même un sacré concours de circonstances. Après, vous me direz que dans la Ligue des Champions, il y a une grosse majorité des participants se retrouvent d'année en année, mais il y a une possibilité justement de sanction de l'échec. Et le troisième, c'est que c'est limite l'argument que je trouve le plus fallacieux, c'est de dire que c'est les championnats domestiques qui restent le socle du système. En fait, pas du tout. Enfin, les championnats, que peu importe que le Real finisse 16e ou 17e de Liga, il jouera toujours la Super League l'année prochaine, à moins qu'il enchaîne 3 saisons absolument catastrophiques. Donc, c'est ça, en fait, où on va avoir une espèce de dévitalisation des championnats domestiques. Et donc, ça règle la question du quand, c'est-à-dire que autant l'échec sera difficilement sanctionné, que la sanction de la réussite prendra encore plus de temps. On a cité l'exemple de Lens. Lens, qui était quand même émotionnellement, moi j'ai entendu des commentateurs dire Lens-Arsenal, c'est peut-être la plus belle émotion footballistique de ces 10 dernières années pour un club français. Alors moi je ne le partage pas, mais avec ce format de Super League, bah, on attendrait 2 voire 3 ans de résultats absolument exceptionnels pour la revivre. Idem pour Gérone, que tout le monde, alors moi j'ai découvert, moi je connaissais même pas le club, enfin, ou très peu, hein, et là j'ai l'impression que toute ma twittosphère regarde Gérone. Donc en fait Gérone, là il y a d'autres questions puisque ça fait partie du MCO, ils auront peut-être pas le droit de jouer avec des champions, mais ils pourraient pas jouer enfin, en tout cas défier tous les clubs européens, parce qu'ils devraient attendre 3 ans en fait pour avoir des résultats exceptionnels, pour aller jouer les meilleurs clubs européens. On peut citer Leicester, on peut citer Lille, on peut citer l'Atalanta, qui a quand même failli sortir Paris au Super 8, on peut citer les Spurs, qui après un redressement ont joué une finale de Ligue des Champions 3-4 ans après l'arrivée de Pochettino. Donc en fait, il y a une espèce pour le club lambda, il y a une augmentation, il y a une réduction, pardon, du plafond qui, moi, si je suis dans mes mocassins d'investisseur, me fait dire que, d'accord, je vais investir, mais les sommes pour atteindre le sommet vont être décuplées parce qu'il y aura une élite qui va se cristalliser, et en plus, pour avoir les revenus donc qui sont afférents au fait de jouer la compétition reine, je vais devoir attendre encore 3 ans, et c'est pour toucher donc ces revenus, et ces revenus, je vais les toucher qu'en cas de performance absolument exceptionnelle. Donc puisqu'il y a que 2 équipes en fait qui montent de division. Et enfin, il y aura une vraie, comme je l'ai dit là ça c'est la règle du combien, il va y avoir une vraie dévitalisation des championnats nationaux. C'est-à-dire que, très franchement, qui va investir en fait dans des clubs qui ne sont, ça va créer une espèce de football européen encore plus à 2 vitesses et complètement cloisonné, là, cloisonné par le règlement, non même plus cloisonné par l'argent.
qui va investir dans un club je peux prendre n'importe quel exemple en fait. Qui va investir, je sais pas moi, à la Fiorentina, va investir à la Roma, qui va investir à Valence, qui va redresser Valence, qui va redresser Strasbourg par exemple, où, où ça va prendre énormément de temps et où sa trajectoire sportive, ça a forcément plafonné. Donc très franchement, moi, je suis un peu déçu du projet. Je trouve les arguments un peu en fait, je suis pas déçu du projet, je suis déçu de la promotion du projet aussi. C'est-à-dire que, heu, je trouve que les arguments présentés pour, mettre en avant le projet sont relativement fallacieux. Ça n'a pas été très bien présenté. C'est une réforme qui est faite uniquement pour contrer, la domination économique de la première ligue et pour servir de béquille à des clubs qui ont commis des erreurs de gestion. Quand c'est que de gestion, assez grossière et très franchement, à part les supporters du Real, j'ai du mal à comprendre en fait, comment on peut être foncièrement pour le projet en tant que tel. Eh bien, c'est parfait, ça nous annonce une deuxième partie assez intéressante entre Thibaut qui est plutôt pour et David et JB qui sont plutôt Ouais, contre. il a dit qu'il trouvait le projet intéressant, Thibaut, Oui, c'est pas oui, je schématise très vulgairement, évidemment, mais ce sera quand même intéressant cette deuxième partie. Tu veux bien me le concéder ou pas, David? ouais, ouais, bien sûr. Bon, en attendant cette deuxième partie, on va quand même prendre une petite respiration et on va laisser Flo nous faire sa petite revue de presse hebdomadaire qui nous avait manqué ces dernières semaines. Mais oui, la première de l'année, j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions, messieurs. Plus de Duluc et de Bourdieu pour certains, plus de Boniface et Mbappé, plus de Stade Robert Diochon et Michel Hidalgo pour d'autres, ou plus de Mauresque et d'Étoiles Rouges pour qui vous savez. Ravi de revenir en tout cas après 2 semaines de trêve pour la reprise enfin de ma revue de presse. C'est vrai que nos auditeurs me l'ont fait remarquer, ma présence avait évidemment beaucoup manqué lors de l'élaboration de l'avant-dernière émission de l'année 2023, quand en mon absence, vous aviez tout tenté pour chercher le buzz. Il avait fallu que je vous laisse une semaine pour finir une émission choc avec un titre intitulé « Un détail de l'histoire ». Donc maintenant, on ne cherche même plus, on fonce en pleine provoque dès le titre. À croire que votre délire serait donc d'atteindre le point Godwin le plus rapidement possible. Et dire que ce soir, la plus grande légende du foot allemand, née en 1945, vient de décéder. Heureusement que David est là pour... enfin, vous avez compris, quoi. Bref, il semblerait qu'un peu de présence féminine dans cette émission ne ferait pas de mal pour prendre, oui, un petit peu de hauteur. Oui, David? Non, non, non. On sait que tu connais des femmes proches du gratin du foot Picard, mais on n'a qu'une seule émission par semaine, donc ça ne suffira pas pour toutes les invités dans l'année. Non, je voulais là parler de William Hock, capot du Charleroi SC à seulement 16 ans, et qui a su s'imposer mégaphone à la main dans un milieu pourtant très viriliste et machiste. Initié dès ses 7 ans par son père, fan des zèbres également, pour sa première au stade et immédiatement fasciné par la tribune ultra du club belge, où elle finira par gravir les échelons dès 2018, intégrant les Wallons Girls, groupe de supportrices créé par sa propre mère, comme le raconte Mathias Rouanet dans France Football. 4 ans plus tard, elle s'installe donc sur le perchoir pour devenir la première femme capot du plat pays et d'Europe, espérant susciter des vocations et attirer beaucoup plus de femmes en tribune. Voilà, le grand remplacement, c'était vraiment sur tous les fronts finalement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Union holt eine Frau auf die Bank. Voilà, non, je n'ai pas atteint le point Godwin une seconde fois ce soir, je vous rassure. J'avais juste la flemme de traduire cet article de John Reher dans Bild. Bon, plus sérieusement, on y apprend quand même que Marie-Louise Etta est devenue la première femme adjointe de l'histoire de la Bundesliga en épaulant le nouvel entraîneur de l'Union Berlin, Marco Grote. Un duo qui avait déjà œuvré ensemble avec les U19 du club allemand, en Youth League notamment, elle qui était joueuse à Potsdam, Hambourg et au Werder et qui avait mis fin à sa carrière de manière anticipée à seulement 26 ans pour se consacrer dès 2019 au coaching et à son futur métier d'entraîneur. Inexorablement et fort heureusement, le fossé se resserre donc, laissant plus de place aux femmes dans le ballon rond. Un fossé qui ne cesse de se creuser en revanche entre la Ligue 1 et les grands championnats, comme l'explique Pierre Maes sur le site du Progrès, et ce malgré le deal signé entre la LFP et le fonds d'investissement CVC qui a injecté 1,5 milliard d'euros contre 13% des revenus de droits TV du championnat à vie. Un deal poussé évidemment par Vincent Labrune et voté par les clubs qui met en exergue la gouvernance court-termiste de notre championnat, poussant même certains patrons de clubs ces derniers temps à critiquer vertement l'accord financier trouvé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation pourrait être encore pire en cas d'objectifs financiers non atteints par la LFP, ce qui permettrait au passage à CVC d'accroître ses parts, ou en cas également de participation de clubs français à la Super League, revenu donc sur le devant de la table comme on en parlait le mois dernier, et qui entraînerait ainsi une indemnisation et une augmentation des parts de CVC pouvant atteindre jusqu'à 20%.
C'est en tout cas le sujet qui a animé cette fin d'année 2023 et qui animera sûrement celle en cours, le projet Super League bien évidemment. Sorte de rattrapage pour mauvais élèves qui lorgnent avec aigreur et jalousie sur les résultats et les comptes du premier de la classe britannique qui s'est pourtant mué en 30 ans d'un championnat de taudis pour devenir la meilleure ligue au monde. La preuve encore cette année avec un championnat haletant et jamais vu dans l'histoire, où les 5 premiers se tiennent en seulement 6 points. Le tout avec une nouvelle hiérarchie qui se dessine dans le sillage de Liverpool et Manchester City, certes toujours au sommet. Un championnat inattendu et resserré qui n'est pas le résultat d'un nivellement par le bas, mais bien de l'émergence de nouvelles forces, comme l'explique Philippe Auclair pour Eurosport. Le retour au premier plan des Gunners d'Arteta et du Tottenham de Postecoglou, la confirmation des immenses qualités d'entraîneur d'Unai Emery sur le banc d'Aston Villa, sans compter derrière les perturbateurs Brighton et West Ham en embuscade. Et qui confirment même sur la scène européenne ce qu'ils laissent entrevoir chaque week-end en Angleterre, obtenant leur qualif pour leur phase d'élimination directe de Coupe d'Europe, loin, loin et à des années-lumière des projets incompréhensibles de Chelsea ou Manchester United en pleine déliquescence. Un championnat ouvert et indécis week-end après week-end dans lequel les clubs se partagent plus équitablement que nul évidemment tout autre championnat la manne des droits TV. Et où seul tient la méritocratie sportive. Lui pourrait d'ailleurs y filer un jour en Angleterre si ni le Real Madrid ni le PSG ne parviennent à le séduire. Kylian Mbappé est aujourd'hui évidemment l'homme le plus en vue du foot français, voire mondial. Et son parcours suscite les vocations et les ambitions de nombreux parents qui misent sur un projet familial similaire dès le plus jeune âge de leurs enfants. Un comportement qui pousse aux excès et aux violences à l'encontre des clubs et des éducateurs, face à des familles qui voient toujours une éventuelle carrière sportive comme un moyen de grimper socialement, comme l'explique Alexandre Debiève sur le site de l'Afterfoot, de la revue de l'Afterfoot. Si le désir de reproduire un mini-projet Mbappé est un mal qui ronge notre foot amateur, certains clubs ne sont pour autant pas exempts de tout reproche, comme l'écrit Enzo Leani sur le site de SoFoot. Les clubs amateurs, franciliens notamment, seraient ainsi parfois les accélérateurs des incivilités actuelles. Dans un marché d'une concurrence féroce, même chez les jeunes catégories, bien loin du football plaisir et l'émancipation des jeunes, et où des éducateurs se transforment régulièrement en tacticiens, agents ou tyrans, ou les trois, comme l'appuie Ibrahim Koulibaly, fin connaisseur et entraîneur des U15 de Sarcelles, mettant sur le même plan le projet Mbappé et le projet Guardiola de certains coachs carriéristes, dépassant souvent leur rôle et répondant à des politiques de performance déconnectées de la réalité, qui conduit parfois à installer un climat de terreur au sein des équipes de jeunes. Eux, en tout cas, appartenaient à une toute autre époque, bien éloignée de ces dérives modernes. À quelques jours d'intervalle, Mario Zagallo et Franz Beckenbauer nous ont quittés. Comme un symbole, les deux hommes étaient liés par un destin commun qu'ils partageaient avec Didier Deschamps. Un cercle très fermé de vainqueurs de la Coupe du Monde, à la fois en tant que joueur, puis comme entraîneur. Le premier aura été un leader de la plus grande équipe nationale de l'histoire du jeu. L'autre, le meilleur défenseur de l'histoire, un mythe invincible, classe et intemporel. Légende parmi les légendes, à ériger au même rang que Pelé, Maradona ou Cruyff, magnifiant un poste, celui de libéraux, qui a fini par se retirer du foot comme un hommage. Alors oui, vendredi soir, comme une semaine sur deux, le Red Star sera uniquement à Bauer. Mais le foot, lui, sera éternellement Beckenbauer. Ah, c'est Oh, pas mal ça. magnifique. Magnifique, Flo. Merci beaucoup pour cette revue de presse hebdomadaire. Axel Bauer aussi, non? Axel Bauer, bon, il y en a plein. Hein, on peut... Bon, il y a Alain Bauer, mais Alain Bauer, Alain Bauer, ouais. C'est aussi polyvalent que Franz Beckenbauer d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui, il va peut-être peser un peu beaucoup sur le foot mondial maintenant qu'il n'y a plus Beckenbauer en plus. extérieur du droit. Bon, Il est en merci, loge en tout Flo. cas, il est en loge. Voilà, exactement. Merci Flo, je me permets de revenir rapidement sur ce que vous aviez mentionné dans cette première partie par rapport à notre sujet du jour, la Super League, enfin la fin de l'histoire. Cette question, tu t'interroges sur pourquoi est-ce qu'on a choisi cet intitulé, Thibaut. Tu évoques la première compétition européenne interclub qui date de 1934. Et à partir de ce moment-là, tu définis les grandes périodes de l'intégration européenne. D'abord de 1936 à 1955 avec la création de la première coupe, jusqu'à la création de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Coupe des clubs champions, pardon, en 1955 par l'équipe. Et à partir de 1955 jusqu'à 1998, tu définis ceci comme l'âge d'or de la compétition, la période où la compétition n'est pas contestée, jusque justement à cette fameuse période 98, qui est la période post-Bosman et qui est une période de course à l'armement chez les grands clubs. Et qui est aussi révélatrice créatrice d'une première proposition de Super League avec Media Partners. Dernière étape, enfin avant-dernière étape, à partir de 2008, puisqu'il y a une deuxième phase de pression de la part de Florentino Pérez avec un nouveau projet Super League et l'élargissement de la Ligue des Champions.
2009, pardon, 2009. Et enfin, une dernière phase à partir de 2021, évidemment, avec la matérialisation du projet Super League. Et tu estimes qu'il y a toujours eu deux dynamiques. D'abord, une concentration autour des clubs et d'un autre côté, une dynamique institutionnelle autour de l'UEFA qui devient un garant régulateur des compétitions. Et ces deux dynamiques sont contradictoires. La Coupe d'Europe est dans de ce que tu appelles la dialectique, qui sont donc deux forces contradictoires en attente d'un régulateur. Et tu t'interroges sur savoir est-ce qu'un compromis est possible. Et tu estimes que justement cette Super League tu es plutôt favorable puisque tu estimes que ce serait un retour à un format historique, c'est-à-dire une compétition interclub sans l'égide de l'UEFA. JB, tu estimes que la Super League a ouvert une porte, celle de ceux qui se dressent contre le conservatisme, et de ceux qui rejettent ce conservatisme justement. C'est souvent un projet très générationnel. Tu évoques évidemment les gens de notre génération avec Flo. Et tu t'interroges sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet, notamment des envies de sortir du cadre fédéral pour du business, mais souvent en oubliant la politique. Tu fais le parallèle avec l'African Football League de Gianni Infantino qui a été un échec. Tu estimes que ces projets posent des problèmes politiques. Et tu as du mal à croire dans le projet de A22 car selon toi il est difficile à lire, il est incompréhensible et il remet en question le financement des sports amateurs, et c'est là justement que le politique ne se laissera pas faire car car bouger est devenu la doctrine européenne. Et c'est d'ailleurs notamment pour ça que la Première Ligue a commencé à régulariser sur ces sujets-là pour empêcher les clubs de sortir des championnats domestiques. Quant à toi, David, tu te poses dans la peau tu te mets dans la peau d'un investisseur. Tu t'interroges de savoir si le projet de A22 influencerait ton choix si tu étais un investisseur. Tu cites la stat de 580 millions d'euros de pertes sèches en Ligue 1 cette saison. Donc tu estimes que l'investisseur est désiré, mais pourtant, les investisseurs ne devraient pas s'intéresser justement à ce projet Super League, parce que notamment tu te poses plusieurs questions avant d'investir, de savoir qui. Et aujourd'hui, c'est les trois clubs qui représentent le projet Super League sont le Barça, la Juve et le Real, qui sont très peu fiables économiquement. Tu cites les exemples des transferts d'Arthur et de Pjanic notamment. Tu t'interroges aussi sur pourquoi. Tu estimes que les trois arguments de A22, donc le mérite, les membres permanents et dire que la Super League est dépendante des championnats, sont trois éléments fallacieux. Et enfin, combien, et tu estimes que la dématérialisation des championnats nationaux, enfin qu'il y aura une dévitalisation pardon, des championnats nationaux, et tu t'interroges sur qui va investir dans les clubs moyens et que cela va prendre du temps et que c'est très compliqué. Et tu n'es pas convaincu par le projet car il est créé uniquement pour concurrencer la Première Ligue. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez dit sur cette première partie. Je vais donc relancer cette conversation puisqu'elle va être agité si j'en crois ce que vous avez dit sur sa première partie. Et je vais donc laisser Thibaut, qui est plutôt donc en faveur de ce projet, reprendre la main. Alors, il y a un sujet qu'on n'aborde jamais, et qui est pourtant autour duquel on tourne et qui est au cœur de la revendication de l'existence de cette Super League. Ce sont les défaillances éthiques de la Ligue des Champions. À commencer par la déloyauté des règles, l'idée que le fair play financier n'a absolument pas résolu les problèmes de déséquilibre et les a même aggravés. Avec l'éruption d'acteurs comme des acteurs étatiques, ça a achevé de rendre la compétition européenne foncièrement déloyale dans la mesure où non pas uniquement pour une histoire d'argent économique, mais une histoire de souveraineté. C'est-à-dire que désormais, les clubs qui concourt, c'est bien. Qui concourent, hein, ouais, concourissent, non, qui concourent dans cette compétition ne sont pas à armes égales, alors évidemment économiquement, mais ça n'a jamais été le cas, mais plutôt politiquement, dans le sens où certains clubs, les clubs États en particulier, ont dans leurs mains des éléments de souveraineté, des souverainetés étatiques, c'est-à-dire la capacité à faire les lois. C'est pas le cas d'un club comme le Real Madrid ou autre club, ou l'Ajax, etc. Ce sont des clubs qui ont des contraintes, des contraintes économiques, des contraintes légales, mais qui n'ont pas des prérogatives juridiques. Ce ne sont pas des clubs qui créent des lois, ce ne sont pas des clubs qui émettent des lois, ce ne sont pas des sources du droit. Alors que le gouvernement qatari, le gouvernement d'Abu Dhabi et le gouvernement saoudien sont des sources du droit. Ce sont eux qui font les lois auxquelles ils obéissent eux-mêmes. Donc ça pose quand même un problème en matière de régulation financière notamment. C'est difficile. Alors certes,
on peut réguler sur les flux d'argent en Europe, mais enfin, on a bien vu sur la question par exemple, des sponsors du Paris Saint-Germain, bon, la Banque nationale du Qatar, Qatar Airways, bon, on a du mal à avoir une séparation claire quoi, entre le donneur d'ordre et celui qui l'exécute. Surtout sur le montant, c'est très difficile à évaluer. La fair value d'un Donc, contrat de sponsoring serait ce compliqué. qui fait que ça dénature essentiellement la compétition parce que ça la rend déloyale. Parce que ceux qui, eux, sont soumis à la rationalité économique, aux règles comptables, s'y plient, mais ne sont pas même source du droit. L'Ajax Amsterdam ne fait pas les lois de régulation financière. Donc en plus, ces gens-là sont aussi membres de l'ECA et qu'ils poussent pour un assouplissement du fair play financier ou disons, des adaptations, tout ça entre guillemets, forcément ça déséquilibre le système. Et ce qui est très bizarre, c'est en même temps de pratiquer ce genre de choses et en même temps de réclamer la méritocratie. Je pense qu'on évoque la question de la méritocratie un peu à la légère. On n'a pas bien compris ce que ça voulait dire. Un instant, j'ouvre la porte au chat. Chat noir, évidemment. Donc, je referme la porte. C'est fou qu'on ait les bruitages et tout. Voilà. Merci, tu fais vachement bien le chat. Donc, le problème de la méritocratie est un problème beaucoup trop sérieux pour être confié uniquement à l'UEFA. La méritocratie n'a pas à voir avec le respect des règles de l'UEFA. Ça se saurait, hein, sinon, parce qu'on m'explique les chances qu'a le RC Lens dans cette Ligue des Champions. Justement, qu'on considère que ce RC Lens de premier tour de qualification, ce RC Lens Arsenal soit un sommet du football français, quand pour Arsenal, c'est à peine un match de championship. Qu'on s'émeuve aux larmes de voir une équipe, le vice-champion de France, se faire étriller par les Gunners. Ça me semble pas un signe de méritocratie, ça me semble plutôt un signe d'immense découragement, d'immense gouffre à combler. Et qu'à ce titre, le format de Super League tel qu'il est proposé par A22 entérine en réalité une hiérarchie qui existe déjà entre les différentes Coupes d'Europe, entre les différents clubs. Il y a clairement 3 divisions dans les clubs européens. Et ça, moi, je trouve pas ça choquant. Et il faut imaginer que le Racing Club de Lens serait rentré directement en Blue League, en Super League. Bah, peut-être que ça aurait été mieux pour le développement du RC Lens, peut-être que ça aurait permis un développement plus progressif, éviter de prendre des tartes dans la gueule en Ligue des Champions, enfin en compétition européenne, et grandir ainsi progressivement, avoir une trésorerie qui est plus adaptée, avoir un cadre légal plus adapté. Au contraire, si on veut parler de méritocratie, précisément, on peut en parler là, de méritocratie, on peut parler d'équité. Si effectivement il y a 3 divisions entre les clubs les plus huppés au budget plus équivalent et les budgets inférieurs, oui, moi j'appelle ça la méritocratie. Et dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas la même porosité entre les premières divisions qu'entre la dernière division? Parce que de toute façon. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas un autre débat. Non, parce que, le format de la compétition ne me semble pas en lui-même non méritocratique, pas du tout. Il y a 20 clubs entre les championnats nationaux, 20 places entre les championnats nationaux et la 3e division, donc la Blue League. Mais pourquoi les équipes qui seraient dans la Star League auraient le droit, en fait, si tu veux, à 2 voire 3 jokers avant de sortir complètement la Coupe d'Europe? Là, Chelsea a fait une saison absolument abominable. Ils sont sortis en fait immédiatement de la Coupe d'Europe. Parce qu'elles garantissent l'équilibre financier du système. Bah ouais, mais le problème, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tant en fait que tu les maintiens, tu donnes pas la chance aux autres de maintenir en fait l'équilibre du système, bah forcément ça changera jamais. Enfin, tu vois, ce que je veux dire. Il y a 2 choses. En fait, tu peux pas. En fait, moi je pense qu'on peut pas constater l'immobilisme et s'en satisfaire. De se dire, bah c'est comme ça et de toute façon, ce sera toujours les mêmes. Non, d'abord, ce nouveau format de compétition égale nouveau modèle économique. Donc déjà, il faut prendre acte de ça. Ensuite, nouvel modèle économique. Tu le dis toi-même, tu connais bien le problème. Il y a un problème de rentabilité pour beaucoup de clubs, notamment pour les grands clubs. Notamment pour ceux qui l'ont fondé. Qui a régné sur toutes les réformes de la Coupe d'Europe depuis sa création. C'est toujours été la question de la rentabilité, mais même dès 55. La question de la rentabilité des compétitions professionnelles est centrale. Si le premier projet de Coupe d'Europe date de 2 ans après le professionnalisme, c'est pas un hasard. C'est précisément parce que le mouvement du football, le mouvement d'intégration par le football est un mouvement de développement économique. Donc il faut trouver un modèle économique qui rend possible ce spectacle.
Donc il ne faut pas faire les naïfs maintenant. C'est évidemment que la question économique est centrale. Maintenant, c'est au nom de est-ce que cette question économique doit gouverner la totalité du système? Réponse non. Et c'est absolument pas ce que fait la Super League. Autant le premier modèle était complètement soumis à l'impératif économique, où là, c'était vraiment des riches qui jouaient entre eux. Là, dans la mesure où on a un système pyramidal, avec un système ouvert, on peut contester, on peut dire effectivement, on n'a pas accès directement à la Gold League, mais je veux dire, si le RC Lens s'assied à la Gold League, combien de temps il va durer? Il va se prendre des tards dans la gueule à chaque match. Quel est l'intérêt pour la compétition? Quel est l'intérêt pour la compétition? Quel est l'intérêt pour le club lui-même? Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir une montée progressive sur ce plan-là. Moi, je réponds à l'argument, c'est pas méritocratique. Au contraire, c'est méritocratique. C'est méritocratique, et plus que méritocratique, c'est équitable. Donc, sur ce plan-là, j'ai du mal à comprendre l'argument. Ensuite, sur l'idée que c'était quoi ton deuxième argument, David? Tu disais quoi? C'était pardon, je n'ai pas répondu. Sur, il y avait la question de la loyauté, la question des gros clubs, et le procès d'intention. Le procès d'intention qui est adressé en fait aux créateurs de la Super League. Non pas que je veux absolument les défendre, je m'en fous, moi, la 22. Mais c'est juste que c'est un projet qui pour l'instant a été présenté, qui est largement lacunaire. On a du mal à savoir qui va le financer, quel va être le modèle économique. Mais on part du principe que de toute manière on va être trompé sur la marchandise. Alors que, je veux dire, ce projet est beaucoup plus transparent que le premier. Il a pour principe, l'ouverture, la gratuité, qui me semble quand même des principes difficiles à contester. J'ai du mal. Alors on peut douter, on dit oui, c'est pas possible. D'accord, mais on dit la même chose de Facebook, on dit la même chose d'Instagram. Bon, finalement, c'est un modèle économique qui existe. C'est pas comme si on est dedans toute la journée. Toute la journée, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on Mais est moi, sur ce qui me Facebook. dérange, c'est les intentions, en Et fait. ça, C'est-à-dire que si le Barça ne mais ça dépense... s'appelle un procès d'intention. Oui, mais je le fais, bien- parce que c'est bien si ce que le je dis, c'est Barça, procès d'intention. le Real, dans toute son histoire, n'a jamais eu le bien commun en tête. Jamais, jamais, jamais. Toutes le lobbying qu'il a fait pour... En fait, si le Barça était supérieur économiquement, ne se sentait pas, le Real ne se sentait pas économiquement menacé par la Super League- par la Première Ligue, jamais il aurait bougé. Le Barça, s'ils n'avaient pas 1 Mais milliard ce sont de dettes, évidemment des relations d'intérêt. jamais ils auraient bougé. Et en fait, si tu veux, moi, je peux pas, mais je peux pas te dire que c'est méritocratique dans le sens où c'est comme si Quentin Alice, qui est centième français, il devait battre, il devait battre Mais 5 précisément, il y a joueurs. plusieurs divisions. C'est précisément, il y a plusieurs divisions. Il joue pas contre Djokovic directement. Bah Il si. joue contre, Bah bah si. non, Bah pas si. dans la Super League. Pas dans la Super League. Bah oui, Bah, c'est justement un problème. c'est On justement supprime le problème, en le fait, rêve si à tu un veux. Jérôme. Mais quel rôle vont avoir les championnats nationaux, en fait, si tu veux? Enfin, c'est-à-dire Mais que ça, c'est le dernier truc que je vois pas en quoi c'est compatible avec les championnats nationaux. C'est incompatible avec les compétitions de l'UEFA, oui. C'est incompatible avec les compétitions à l'heure actuelle de l'UEFA, mais c'est absolument pas incompatible avec les championnats nationaux. Pourquoi? mais si le Real finit 17e en fait de son championnat national, en fait le Real il a même pas besoin, ou n'importe qui, ou l'AC Milan, ou quelqu'un qui est le Bayern, en fait, si tu veux, ils ont pas d'intérêt à se donner leur pleine mesure dans le championnat national, puisque il faudrait un drame incroyable pour qu'ils descendent de division, donc qu'ils aient pas accès en fait aux revenus de la top league. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut que le Bayern et le Real, l'Inter et le Chelsea aillent en deuxième division, c'est ça Non, l'objectif des compétitions? qu'ils puissent y aller, qu'en fait, qu'ils puissent y aller. Comme de la même manière que j'ai pas envie que Nadal perde 3 matchs pour être éliminé de Roland-Garros. L'hypothèse est pas impossible, l'hypothèse. Mais Nadal, il arrive à Brisbane 695e mondial. Il a quand même une wildcard, il peut quand même jouer. Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas besoin de perdre 3 matchs, il a pas besoin de perdre 3 Mais matchs pourquoi il sortir. peut jouer? Pourquoi il peut jouer? Parce qu'à lui tout seul, il finance le système. C'est ça la réalité du sport de haut niveau. Donc Alors- après, il y a une part de loyauté à l'égard de la compétition. mais- Il continue à jouer. Mais c'est évidemment qu'il a des privilèges que les autres n'ont pas. De fait, c'est implacable. Tu peux pas contester ça. Après qu'il y ait une chance pour les autres de les affronter à un moment ou à un autre, pourquoi pas? Mais tu peux pas mettre un ogre face à une souris. C'est pas possible. Il faut que la souris grossisse d'abord. Sinon, c'est pas équitable. Ce qui est équitable, c'est de lui Bah, moi, je suis rendre pas, moi, je suis possible. pas Rendre d'accord. possible. Regarde les Spurs, ils ont fait une finale au bout de 4 ans. À l'Atalanta, ils ont fait un quart de finale la première année. Leipzig, qui font des deuxièmes tours dès leur première année dans la compétition. Moi, je me vois mal dire ça à ces équipes. Bah, tu sais quoi, il y a le Barça qui fait absolument n'importe quoi depuis 10 ans. Mais par contre, en fait, toi, avec ton projet qui est meilleur que celui du Barça, et bah, Mais ça, c'est un procès d'intention. parce C'est un que procès nous, on l'a d'intention. décidé, tu vas attendre 4 ans, en fait, si tu veux, avant de nous Je jouer. sais pas, j'ai pas le modèle économique sous les yeux, c'est un procès d'intention, j'en sais rien moi. Moi je raisonne sur les idées, Bah, sur les 3 les intentions, sur ce qui a été présenté.
Et au regard de ce qui est présenté, je vois pas comment on peut être complètement arc-bouté Ah, moi, contre je un suis pas projet arc-bouté. qui de fait n'existe pas en fait. Bah, moi, je Enfin, suis pas je veux arc-bouté, dire, mais en fait, quand je on parle lis. de méritocratie, tout le monde dit il n'y a pas de méritocratie, c'est pas vrai. Il y en a de la méritocratie. Il y Alors en a moi, je même suis pas plus d'accord que avec dans la vous, moi. compétition originale. Thibaut, on va juste laisser JB s'exprimer un petit peu parce que ça fait longtemps que tu Pour une parles. raison très simple, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à l'Euroleague de basket. Et aujourd'hui, on a le problème, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il y a 2 compétitions qui voisinent, qui appauvrissent finalement les 2 écosystèmes, à la fois la compétition FIBA et la compétition Euroleague privée. Et donc, on a par exemple l'Asvel, qui les premières années sportivement gagnait, mais n'était pas invité à la fête, pour ensuite venir, alors qu'aujourd'hui, ils ne performent plus autant. Ça leur a donné un avantage acquis d'avoir justement sécurisé pendant 3 ans leur position en Euroleague. Et donc aujourd'hui, ils marchent sur le basket français parce qu'ils ont cette manne-là. Le problème, c'est que l'écosystème complet ne fonctionne pas et que tout le monde sait qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. Et donc, on va avoir 2 compétitions qui s'affaiblissent avec 0 perspective. Ça fait 10 ans que ça dure, hein. Donc aujourd'hui, on a un recul. Le modèle économique de ce type de structure, avec des tickets d'entrée qui te permettent d'avoir 1, 2, 3 ans, parce que c'est le même modèle, hein. C'est-à-dire que on taffe, c'est ce que tu disais, David, un joker. Ce modèle-là pose un problème. C'est que derrière, il suppose l'affaiblissement, voire la disparition de l'autre. Mais à quand? C'est ça que je comprends pas. À quel moment on suppose la disparition des Parce ligues qu'à un nationales? moment donné, À ton quel moment marché. dans le projet il y a écrit on vise la suppression des ligues nationales? À quel moment? Je ne te parle pas de la Ligue nationale, je te parle de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que ça Oui, mais alors ça suppose. c'est très clair. Mais ça, on le sait depuis le début. Il Voilà. y a pas de tromperie Sauf sur que la derrière, marchandise si là-dessus. si tu supposes ça, ça te change historiquement ton modèle. Et là, la question méritocratique, elle se pose vraiment. Parce que c'est exactement le cas que tu as avec l'Asvel. L'Asvel qui sous-performe aujourd'hui sportivement vient en Euroleague pour se prendre des tôles. Et qui se passera avec le Paris Basket, dont on sait qu'un jour rejoindra l'Euroleague, juste parce que c'est un marché intéressant, alors que c'est un club qui n'existait pas il y a 4 ans. Et tu risques d'avoir les mêmes stratégies que tu vois en NBA aujourd'hui, c'est-à-dire des équipes qui font du tanking pour avoir des joueurs, parce que là, c'est Mais de ça la marche draft. pas la NBA? Le problème, c'est pas ça. C'est que derrière, tu n'es pas sur le même type d'écosystème. C'est-à-dire que derrière, tu es sur une logique vraiment de marché, avec derrière une ligue qui est la plus performante pour vendre ça, mais qui raisonne uniquement sur 30 équipes. À l'échelle européenne, tu vas te retrouver avec non pas 30 équipes, mais quasiment 80. Et c'est tout le problème, par exemple, du concurrent de l'ECA, c'est-à-dire l'autre acteur qui vient représenter les clubs moyens et les petits clubs qui ne sont pas ou qui ne se pensent pas représentés par l'ECA, c'est que derrière, dans ce type de structure proposée par A22, comme tu ne sais pas d'où ça vient, comme tu ne sais pas d'où viennent les fonds, comme tu ne sais pas quel est le modèle économique, comme tu sais que ça reste d'abord pas à nous, mais aux plus jeunes, que ça va repositionner sur la vente de data, parce que je ne vois pas comment ça peut être fait autrement, que tu vas reposer aussi sur des investissements probablement d'État, avec d'autres logiques. Tu vas avoir une compétition qui va ressembler à la NBA. Sauf que Mais culturellement, attendez, le sport français ne fonctionne pas comme ça. on raisonne sur complètement des fantasmes là. Je suis désolé, c'est des fantasmes. C'est pas vrai. À aucun moment c'est ce qui a été présenté. Moi j'ai eu le mec en face de moi et j'ai posé la question de s'il y a des fonds publics. Non, il y a pas un seul dollar de fonds publics. Donc après on peut contester, on peut dire c'est pas vrai, etc. Mais là on est sur un autre plan. On passe sur un plan moral. Et moi je peux comprendre que ce soit un problème moral. Je peux arriver à Non, comprendre c'est pas la morale. bah oui, mais c'est ça dont on fait, parce qu'on fait que Le des procès modèle d'intention. On d'A22, raisonne sur quelque chose qui n'existe pas. Vous parlez de quelque chose qui n'existe pas. Moi, je parle de quelque chose de réel. Je regarde le format, je regarde la proposition, je regarde le discours. Donc après, moi, j'analyse ça. Mais après, envisager que peut-être on va vendre des datas, oui, peut-être, mais on fait ça comme beaucoup de modèles économiques. Je veux dire, c'est pas Et pourquoi ça fonctionnerait pas. Thibaut, Le basket, ça n'a pas la même ampleur que le le football. même Moi, modèle en que fait, moi, l'intelligence je vais te dire, Thibaut. Moi, On te vend une sincèrement, Pas promesse. 500 millions de téléspectateurs Attendez, pour la finale de Ligue des Pas tous en Champions. même temps, les gars. Pas tous moi, en même Thibaut, temps. Vas-y, David. moi, je veux dire, moi, ce qui me dérange, en fait, si tu veux, c'est tous ces arguments un peu fallacieux qui disent, vous savez quoi, on va faire une Super League, on va cloisonner, et faites-le, honnêtement, fine. Mais quittez les championnats nationaux, en fait, si tu veux, faites une compétition entre vous, mais ne viens pas dire, après, il y a ce système de solidarity payment qui est plus ou moins une obole, en fait, pour que les clubs ferment leur gueule, mais après, te dire que les championnats nationaux resteront le socle de la Super League, c'est faux. Tu le sais que c'est faux. Bah, la preuve, c'est les 20 qui monteront chaque année, le classement Mais UEFA. oui, Enfin, oui, mais le on fait peut est que contester le fait qu'ils prennent l'UEFA comment dire, comme critère, parce qu'en contestant l'UEFA, tu te demandes, bon, bah, dans ce cas-là, il non, faut mais conserver l'UEFA comme organisme régulateur. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un accord entre les deux, mais je vois pas en quoi le format conteste. Enfin, il conteste juste la Ligue des Champions, en fait. Je vois pas en quoi il conteste le reste. À aucun moment, en fait.
Bah non, pas forcément, puisque Je, en fait, si je... tu veux, comment tu veux que les championnats nationaux, en fait, si tu veux, ce soit le socle de ça, puisque les performances en championnats nationaux, pour une bonne partie des équipes, ne conditionnera pas ta participation à cette compétition. Donc c'est pas le socle, en fait. Tu peux pas te dire, ok, si tu veux, c'est le vivier à la rigueur, mais c'est pas le socle. Tu vois, pareil pour le mérite, dans le sens où l'échec n'est pas systématiquement sanctionné. Quand ton premier argument, c'est de dire participation au mérite, par rapport à ta première mouture, oui, mais j'ai l'impression que tout ce qu'ils disent, c'est une correction pour adoucir en fait le message de la première mouture. Mais c'est pas très très honnête. Tu vois, en fait, c'est ça qui me dérange. C'est que c'est pas leur message, c'est pour adoucir le premier message, mais c'est du cloisonnement quasiment déguisé. C'est comme quand la Ligue 1, en fait, si tu veux, rend le chemin vers la Ligue 1, enfin la Ligue rend le chemin vers la Ligue 1 absolument impossible pour le troisième de Ligue 2. C'est qu'on te dit, mais on l'a ouvert parce qu'il y a un play-off, mais c'est un tel chemin de croix pour y accéder. D'ailleurs, historiquement, en fait, on voit que Mais celui dans qui ce passe par les cas-là, playoffs ne gagne jamais. encore heureux que le championnat de France amateur monte pas directement avec des champions. Oui, c'est Non, normal mais, qu'il y ait non, une mais ce que pyramide. je veux dire, ce que, ce C'est que, le principe du sport de haut niveau, les pyramides. mais tout à fait. Je Mais suis la un champion, pyramide, moi. mais laissons le terrain en décider, en fait, si tu veux. Enfin, Mais c'est ça ça. décide, là, c'est le terrain qui Bah décide. non, parce C'est que, ça que. bah non, parce que, enfin, en plus, enfin, tu te rends pas compte le parcours du combattant pour un nouveau projet, pour aller jouer régulièrement les meilleures équipes. Mais le nouveau projet, il passe pas de 0 à 500 millions de budget en une semaine, à part aux Arabie Saoudite. Justement, il construit petit à petit. Au contraire, je trouve que ça renforce les projets moyens. Ça les renforce, ça affaiblit pas du tout. Ça les rend visibles, ça leur donne une chance. Je sais pas, Ah, quand là, tu tu es en vois troisième l'équipe. division de quelque chose. Moi, je pense que tu es plus Mais non, visible. mais t'es en troisième division, t'es comme si t'étais en Conference League ou en Ligue Ah oui, Europa. bah ouais, mais Oui, ça bah, et sert à quoi, alors, ça sert à quoi de changer c'est pas alors? En visible. fait, quel est l'intérêt de changer du format Bah actuel? si, Quel justement, est ça te l'intérêt permet de ensuite changer de le te format placer, actuel? de jouer régulièrement l'Europe et ensuite de te renforcer comme Bah, ça. tu peux jouer Faut voir. régulièrement l'Europe en jouant l'Europa League ou en jouant la Non, Conférence moi je League pense que la maintenant. discussion c'est sur le nombre de montées et de descentes entre Mais c'est évident ça. le top et le milieu. 2, ça me semble peu. Ah, bah, On peut c'est faire ça, c'est 3 ou évident. 4. On est 3 ou 4. Bah, Mais même. ouais, mais ça fait que renforcer la Et légitimité oui, du mais format, en fait, avec moi j'ai toutes une ces question. stats. En fait, qu'est-ce qui ne va pas dans le format actuel? Pourquoi ces fondateurs veulent le changer? Quel est l'intérêt du Real, du Barça et de la Juve de le changer? À part combler en fait et réparer leur propre erreur de gestion. Quel est Mais leur c'est intérêt? le Qu'est-ce qui ne problème, va c'est pas? l'UEFA. Le problème, c'est Mais l'UEFA. quel est leur L'UEFA et problème à l'OCA. l'UEFA? Quel est leur problème à Le problème, c'est l'UEFA? la régulation de l'UEFA et de l'OCA Mais qui c'est quoi le n'existe pas. problème? Quel est le programme en fait, si tu veux, de la régulation? C'est-à-dire que bah, je te fais toute la liste des. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, Thibaut, il y a énormément de dérives qu'on a Soit notées. tu réformes l'UEFA. T'as combien de pays, JB, l'UEFA 55. 54. 55 pays, soit tu réformes pas 54 pays et 600 clubs, soit tu crées une compétition à part, une fédération à part. Tu as deux solutions. C'est simple. Donc après, chacun choisit son poison. Mais il faut être réaliste, il faut faire une distinction entre le souhaitable et le possible. Pour moi, le souhaitable, c'est de créer une compétition ex nihilo avec une régulation éventuelle de l'UEFA, si possible, mais une compétition ex nihilo. C'est souhaitable, mais c'est pas possible. Parce que on verra pas 60 clubs venir débarquer tout à coup dans une nouvelle compétition et lâcher l'UEFA. En revanche, ce qui est possible, c'est que la régulation de l'UEFA soit une vraie régulation, qu'il y ait quelqu'un pour réguler les régulateurs. Parce que j'arrive pas à comprendre comment l'ECA et l'UEFA peuvent être d'accord sur quelque chose. Comment ils peuvent être d'accord sur défendre la régulation de l'UEFA. C'est qu'il y a un problème quand même. Historiquement, le G14 et le CA, ils n'étaient pas vraiment favorables ni au fair play financier, ni à la régulation de l'UEFA. Donc j'aimerais bien comprendre comment tous ces gens-là se sont tombés d'accord. C'est quand même un peu Mais moi, ce qui bizarre. me dérange, en Si fait, on en est au procès d'intention, voilà, Non, c'est non, 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 aussi mais ça qu'il faut poser c'est comme pas un question. procès d'intention. Mais après, on est obligé de faire un procès d'intention parce que leur projet est tellement flou qu'on est obligé de se projeter un peu. Et comme Ouais, ça quand moi, ressemble je suis allé vraiment à des voir en fait startups. sur leur Bah, site. on peut juste dire que c'est flou, mais après, considérer que derrière, il y a une intention cachée qui est de vider les ligues nationales Ah non, mais ça, c'est de et facto. rançonner le consommateur, Mais je non, mais moi, vois rançonner le pas, en fait. consommateur, non. Moi, j'ai jamais mis ça. Mais, En mais, l'occurrence, c'est mais l'UEFA et le dévitaliser CA les qui ligues. rançonnent le Mais consommateur. dévitaliser les ligues nationales, ça se fait de facto, en fait, si tu veux. Enfin, elles sont quand même beaucoup moins intéressantes si toutes les Mais non, places. la En fait, preuve que non, les gens continuent à regarder le championnat écossais ou ah oui, le championnat irlandais. parce que le premier, en fait, se qualifie, parce que le classement a une incidence sur ta participation à la compétition Mais européenne. là aussi,
aussi. Bah non, Tu peux jouer bah l'Europe non, aussi. bah non. Bah oui, tu peux jouer l'Europe, mais tu peux pas jouer la Tu Coupe joues pas d'Europe. tu joues pas directement la Gold League avec les 20 Ah, les 20 cadres c'est européens. quand même Non, c'est problématique en vrai. fait. Enfin, tu vois, Flo, c'est. Flo, tu voulais. Mais c'est un format, c'est un format de compétition et un modèle économique. Donc après, on peut être contre, mais c'est le prix à payer pour un modèle économique différent et du football gratuit. Hein, c'est tout. Après, chacun est libre d'y adhérer ou pas. Moi, Thibaut, je laisse Flo la parole à Flo. Alors, c'était pas le sujet de ce que je voulais de ce que je voulais poser comme question, mais c'est vrai que sur le sujet de la gratuité, c'est un atout assez intéressant et au-delà même de parler de la viabilité économique du projet de la gratuité, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, quand il y avait eu les premières oppositions à la mouture de Super League, les fans en aucun cas n'avaient demandé la gratuité et ils avaient plus mis en avant le côté contre-culturel et effacement de l'histoire et effacement d'une certaine part de la méritocratie. Mais au-delà même de ça, moi, la question que je me pose quand je vois à la fois le projet assez flou, mais aussi quand je vois ce qui a été apporté sur la table, parce qu'il y a eu des premiers éléments de réponse apportés sur la table, c'est en quoi ça va être un axe d'amélioration. Moi, je suis complètement d'accord pour dire avec toi, Thibaut, qu'il y a énormément de choses. On a vu des dérives de l'UEFA et de la FIFA par du copinage, par C'est évident. des sanctions qui n'ont pas été prises. Mais quand on regarde point par point, est-ce qu'on peut sincèrement penser, et A22 pour l'instant n'apporte pas ces éléments, de se dire que A22 et la Super League va répondre à ça? En quoi, par exemple, ils vont permettre de ne pas avoir de clubs État qui ont des dérives énormes? En quoi ils vont interdire la multipropriété? On imagine aujourd'hui A22 refuser Manchester City parce qu'il y a la multipropriété ou parce qu'il y a le Qatar derrière le PSG? En aucun cas. Moi, je n'arrive pas à voir en quoi c'est une amélioration, si ce n'est juste préserver les intérêts de certains grands clubs qui n'arrivent pas à se mettre au niveau de la Première Ligue, ce qui est un constat. Avoir Mais donc on fait quoi? On fait quoi en fait? On les laisse crever et on laisse la Première Ligue. non, C'est ça l'argument? Bah ouais, mais là, Enfin, ouais, mais allons jusqu'à ouais, mais l'absurde, l'argument par l'absurde. ah non, mais Et ouais, donc on mais fait non, quoi? ouais, mais Ces gens-là ont pas le droit de jouer au foot? Ils ont pas le droit bah, de. non, non, bien sûr que non. Mais déjà, est-ce qu'on est dans une période, oui, financièrement, la Première Ligue est en train de se détacher très clairement, mais on sait aussi que le foot a toujours eu des cycles, que dans les années 70, on a eu l'ultra-domination allemande, dans les années 80 et surtout 90 et début des années 2000, on a eu l'ultra-domination italienne qui était aussi d'une certaine manière, même si ça s'est fait au prix de grosses dettes, une domination économique. Est-ce bah, qu'on est juste l'Espagne, c'est pareil dans aussi dans les années, dans les années décennie 2000. Comment? Mais l'Espagne, ça continue alors qu'ils ont moins de sous. Donc c'est bien la Voilà. preuve que c'est pas que une affaire d'argent. Et au-delà de ça, moi, je suis plutôt le partisan là-dessus d'être d'accord avec David et JB sur le fait que pour moi, il y a quand même de facto, c'est pas la conséquence première, mais de facto, une conséquence qui est la dévitalisation des championnats parce qu'il y aura moins d'intérêt. Mais quand bien même, on prend le contre-pied, Thibaut, que tu dis, où le but, ce n'est pas de faire mal au championnat. Moi, pour moi, ça arrivera de facto, mais bref. En quoi ça va permettre aux clubs européens de rattraper le retard de la Première Ligue? Si la Première Ligue intègre la Super League, les clubs anglais intègrent la Super League, ils vont gagner toujours autant d'argent que les autres clubs, mais pour autant, ils gagneront toujours beaucoup plus grâce à la Première Ligue qui sera toujours beaucoup plus intéressante économiquement et beaucoup plus juteuse pour eux. Je vois pas en quoi ça va permettre de rattraper le retard financier pris en ce moment par les autres clubs. Et je pense que les championnats allemands, italiens et espagnols, et on le voit ces dernières années, savent aussi très bien travailler avec moins d'argent. Et Manchester United, ça fait une décennie que Manchester United est beaucoup moins attractif qu'une dizaine de clubs non anglais sur la scène européenne, avec pourtant des moyens qui sont bien plus importants. Vous oubliez 50 championnats, les gars, quand même, hein. Et on oublie 50 championnats. Mais c'était la dernière partie de mon argumentation, bien sûr. Et la Super League, ça ouvre l'arrêt de la CJE ouvre la porte à une autre compétition qui soit pas la Super League, mais qui regrouperait les pays de l'Est notamment. Et c'est quelque chose qui est dans les tuyaux également. Ouais, j'avais vu des choses là-dessus. Mais Ouais. Et au-delà de ça, je pense que c'est un élément qui est. Parce que là, avec des champions, combien de clubs polonais, combien de clubs ukrainiens, enfin Bien sûr. ukrainiens de temps en temps, Mais combien de clubs tchèques, combien de Larry clubs... Et ces Bosman, gens-là, ils n'ont pas le droit de jouer à la Coupe d'Europe non plus? Larry Bosman, les réformes de la Ligue des différentes Coupes d'Europe, aujourd'hui, ont mené à une sorte, pour reprendre ce qu'on parle en politique française, une archipélisation du foot. Mais le projet A22, pour moi, va accentuer et engrainer encore plus ça. Et il y aura un ressentiment qui sera terrible. C'est que dans ces pays-là, il n'y aura probablement pas d'amélioration. Ça sera toujours les mêmes clubs qui pourront éventuellement accéder à la 3e division européenne. Mais qu'est-ce qu'on va faire de Lens quand ils terminent 2e du championnat, de Gérone s'ils sont champions, de Montpellier quand ils sont champions, de Leicester quand ils sont champions? On va leur dire, OK, vous avez le droit à la 3e compétition européenne. On sait in fine. Qu'est-ce qui est arrivé à Leicester 2 ans après avoir joué la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui arrivera à c'est une Gérone vraie 2 ans après question. avoir la Ligue des Champions? Tu vois, Mais pour autant, quand on va à Auxerre, 15 ans après, ils nous parlent toujours d'avoir accueilli l'Ajax, le Milan. Et où est Auxerre? Et où est Auxerre maintenant? Mais exactement, mais il y a des cycles aussi de clubs. Auxerre est revenu en Ligue 1, Auxerre est en train de se reconstruire. Mais au-delà de ça, c'est pour des plus petites villes comme ça,
on va les exclure d'une certaine manière du champ footballistique. Mais c'est déjà la voie là-dessus que prend l'UEFA avec la Ligue des Champions. Mais les réformes d'A22, je ne vois pas en quoi c'est des axes d'amélioration sur ces plans-là. Messieurs, on est à 1h10 d'émission. Je vais donc clôturer. Peut-être quelqu'un voulait rajouter un dernier mot rapidement? JB, t'as pas beaucoup parlé. Non, moi, à 22, ça me fait penser à une start-up qui arrive sur un marché avec des promesses formidables, qui vend de l'intelligence artificielle et qui te promet de tout changer, et qui, au moment où tu comprends ce qu'elle est en train de faire, te fait une phase à la Uber, c'est-à-dire qu'elle a tout payé, elle a fait exploser tes tarifs, et puis tu te rends compte de ce que tu as perdu en termes de données, tu te rends compte que ça a tué la totalité de l'écosystème et qu'après, tu es complètement dépendant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je peux rajouter, parce qu'on a eu ce débat avec toi, Thibaut, sur Twitter. Je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé avec Spotify aussi, qui a vraiment détruit, pour le coup, enfin, qui a facilité uniquement, qui a arrangé uniquement les grands artistes et rendu les choses encore plus difficiles pour les petits artistes. Moi, je pense que ça va concentrer la valeur et je pense que ça va, au contraire, faire disparaître énormément d'acteurs qui étaient déjà fragiles, qui auraient pu survivre, en tout cas, qui auraient pu prétendre se développer. Et là, on va leur mettre une chape de plomb sur le. Mais après, ça peut s'entendre aussi comme un levier pour faire évoluer l'UEFA autrement. C'est pour ça que je voudrais Moi, vraiment c'est pour savoir ça que qui est moi, d'A22. c'est pour ça que je le trouve intéressant, et c'est aussi pour ça que je suis un peu déçu par toute la com qui est faite d'A22. C'est que je trouve qu'ils ciblent les mauvais, en fait. Ils répondent à leur premier projet au lieu de cibler justement les axes d'amélioration. Moi, quand je me suis baladé sur leur site pour voir la régulation, mais la régulation, c'est exactement les Profit and Sustainability Rules, les nouvelles règles de fair play financier de l'UEFA. Ils proposent exactement ce qui est déjà en place. Je viens de leur dire, non mais les gars, sincèrement, quoi. Enfin, tu vois, vous pouvez faire C'est mieux. que c'est pas appliqué. Bah si, ça va être appliqué. Bien sûr, le salary cap de facto, ça va être appliqué en fait. Et je me suis dit, mais attendez, enfin, tu proposes un truc qui est déjà en place alors que tu as tellement moyen de mieux faire. Et c'est ça en fait, moi, qui me déçoit. C'est même pas le projet de Super League en lui-même. C'est le fait que c'est le projet en lui-même, là, ils appuient pas vraiment sur ce à quoi. Ça, C'est pas si innovant que ça, quoi, en plus. T'as un côté. non, c'est juste, D'accord. un toilettage du premier projet. C'est ça qui me dérange. Moi, j'aurais vraiment pensé que les mecs, le jour de l'arrêt est rendu, les mecs, t'appuies sur un bouton, tu vas envoyer du pâté, quoi. Enfin, tu vois, tu vas venir, tu vas dire ce que c'est la régulation, tu vas dire ce que tu vas changer, qui finance, une vraie compétition ouverte, enfin, voilà. Et là, je Non, puis trouve qu'on a. t'as pas que des PDF, c'est-à-dire que t'as des engagements derrière et tu dis avec qui t'es. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. On va quand même terminer sur nos petites recommandations classiques, pardon. Et je te laisse, Thibaut, commencer. J'ai terminé tout juste D'Argent et de sang. Excellente série. Ah. Très bien. Je l'ai binge-watché ce week-end. Et ton Que personnage, dire, si ce ton n'est que personnage préféré dedans? c'est bien écrit. Mon personnage préféré, je trouve que Vincent Lindon reste un énorme acteur, même si voilà, il a vraiment quelque chose même en anglais, ce qui est rare. Souvent, c'est les acteurs français. Ouais, Donc c'est je suis d'accord. énorme acteur. Voilà, si ce n'est la petite moraline, voilà, qu'on entend de temps en temps dans l'épisode, tu fais ce que je disais tout à l'heure. Tu fais 8 heures sur des bandits et des gangsters, mais tu te sens obligé de temps en temps de dire oui, attention, c'est pas bien quand même, hein. Et puis après, tu continues à faire 8 heures sur des bandits, etc. Donc bon, on se serait passé de. Scorsese fait pas des leçons de morale quand il fait des films sur les gangsters. Ça n'empêche pas que c'est de bons films et que les gens vont pas attaquer des banques pour autant. Bon. Voilà, hormis cela, super série, hein, super série. Très bien. JB. Moi, je vais conseiller l'article qu'a signé Sheriff Gamour suite au décès de Beckenbauer. Et c'était cool. Voilà, c'est ce que je conseille. Sur SoFoot. Sur SoFoot, sinon, il y a la dernière saison de Bluey sur Disney, mais il faut avoir moins de 7 ans. Et attends, c'est australien, Bluey, on est d'accord, non? Ouais, c'est australien, c'est énorme. Il a rebondi là-dessus. C'est fou Ah ouais. d'avoir rebondi Ah non, là-dessus. T'as pas parce que d'enfant, j'ai- donc tu alors, sais C'est pas. malade, Bluey. Vous vous rendez pas compte, Bluey, c'est un truc de Bluey, fou. c'est un truc de dingue. Et c'est Bluey, il a pas de patrouille. alors Bluey, pour avoir regardé un épisode, bien évidemment, avec ma fille, je trouve pas ça mal, en fait, si tu veux. C'est. Ah, mais je valide. Ouais. C'est fou que je sache pas de quoi on parle alors que. Ah, Bluey, Vous c'est. arrivez en zone pas de patrouille bientôt, hein. Vous Non, approchez. Ouais, c'est- tout moi, à fait. j'ai- Non, moi, moi je ça, suis. c'est mon veto, pas de Non, moi patrouille. en ce moment je suis dans. Alors je vais le dire parce que j'ai envie de le dire. Je suis dans Waffle. C'est la série la plus pathétique que j'ai jamais vue. C'est produit par la BBC. C'est une famille avec 2 gosses adoptés par des employés d'une école qui ont un chien qui parle, mais le chien parle très mal en fait, si tu veux.
C'est-à-dire que la voix du chien, c'est oh, oh, ils ont vraiment envie de manger. C'est pathétique. Et ma Je pense fille qu'il faut adore sauver ça. David. Voilà. Ça, c'est donc ta reco. Ouais, là. c'était ta reco, David, Non, c'est c'est vrai? pas Waffle, c'est pas Waffle, Marocco. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout le contenu de Marocco, mais je l'ai trouvé assez intéressant. C'est Enquête de politique de Thomas Legrand sur France Inter, un épisode sur le déclinisme ou le mythe du c'était mieux avant. Je répète que je ne suis pas d'accord avec le point de vue entier de Thomas Legrand, mais il a le mérite d'être énoncé. Et il y a des passages très intéressants. Donc voilà. Très Je bien. suis. Flo? Pardon. Non, vas-y. Ce que pense Thomas Legrand du conservatisme m'intéresse. On touche une sans faire bouger l'autre, si je puis me Oui, permettre. mais alors, moi, c'est pas, je le conseille par curiosité. Voilà. Très bien. Étant moi-même Curiosité anthropologique. étant moi-même conservateur en fait sur certains points, je trouvais intéressant de l'écouter. Je laisse les auditeurs se faire une idée. Flo, Vas-y, vas-y. Régis Debray, plutôt sur ce sujet, c'est beaucoup plus intéressant. Flo? Eh bien, on a parlé d'A22, moi je vais vous parler de 24, le dernier album de La Fève qui est sorti juste avant les fêtes de Noël, qui est un album de rap, mais qui peut mais s'ouvrir laisse tomber, énormément à des gens qui n'écoutent pas de rap, même si La il est Fève. retourné La Fève. il est retourné aux Sur la sources galette de des la... rois, c'est quoi Ouais, il pourrait. Hein. Il a fait ça juste avant Noël, comme quoi il a le sens du timing. Non, mais il pourrait. Il est retourné aux sources de la trappe à Atlanta. C'est un artiste français qui chante en français. Donc il a tout enregistré à Atlanta, mais il y mêle beaucoup de mélancolie, beaucoup de presque de groove un peu funk parfois sur certaines chansons. C'est un vrai album de rap qui dure 58 minutes, là où les albums ces derniers temps durent beaucoup plus, entre 30 et 35 minutes. Ouais, faudrait Et pas je jouer, vous ouais. conseille de l'écouter, même vous, messieurs. Sachez qu'il y a même un article des Inrock qui l'a mis dans beaucoup ses le meilleurs rap. albums de l'année. Ah bah ça va me Alors donner déjà, envie de les le lire, Arocs, ça. c'est juste pas possible. Ça va me donner envie de le lire, ça. Les Arocs, c'est Non, juste- J'étais à peu près persuadé de votre réaction. Non, mais assez sérieusement, c'est un super album de rap et qui peut aussi toucher des gens qui n'aiment pas forcément le rap. Donc, je vous conseille d'aller écouter La Fève. Ah, moi, j'aime bien le rap, c'est pour ça que j'écoute pas d'ailleurs. Bah, pour une fois, sur ce sujet-là, je crois que je vais plutôt être du côté de Thibaut, ce qui est dur à imaginer. Ouais, c'est pas ton mais- film. Ouais, j'ai pas Je adhéré sais non que plus trop. t'es pas La Fève. Alors, T'es pas juste monté pour dans le savoir, hein, La Fève s'appelle quand même Louis Darchan Ambroise Le Mong. Voilà. Juste pour recadrer, quoi. Mais... Du coup, on va Non, peut-être mais- le lire. Du coup, on va peut-être l'écouter. Par contre, c'est- il a c'est ma pas le même curiosité, contenu, quoi. Voilà. Non, mais je vais aller écouter, Tu sais convaincre Thibaut, en tout cas, bravo. Et moi, je vais terminer en recommandant d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Blast, qui est un média. Alors, Oh non. pas pour Oh Thibaut. là là. Oh, pas Blast, s'il te Ah, plaît. vas-y, mais Écoute, recommande Combini la semaine prochaine aussi. Non, mais- J'ai pas fini, et notamment les vidéos de Salomé Saké qui sont très D'ailleurs, il intéressantes. faut- qu'on recadre Allez, cette- bah voilà. Voilà. Il faut Voilà. recadrer cette Ah, rubrique, vas-y, il faut ouais, recadrer cette puis rubrique. Voilà. Ercilia Soudé aussi pendant qu'on y est. Non, mais vas-y. Et- On va recadrer cette rubrique. Ercilia. Et- J'aime beaucoup Ercilia. Et c'est dingue. Et justement, Surtout parce ses qu'il y a un copains en Ah, sujet. là, t'as entre Thomas Legrand et l'autre, là, attention. Elle a fait un sujet sur la méritocratie qui est donc Oui, d'actualité. bah, qui par- n'existe pas, bien sûr, évidemment. Ah, évidemment que ça Bien sûr. n'existe pas, la Ah, bah, méritocratie. non, ça n'existe pas. bien sûr. Dites ça à Marie Curie, dites ça à Jules Ferry, dites ça, ça n'existe pas la méritocratie. Ça, c'est vraiment le plus gros bullshit de la gauche française actuelle. C'est le naufrage idéologique de la gauche française. Il y a de dire des trucs évidemment pareils. toujours des contre-exemples, Thibaut. Bravo. Tu vois. Comment on peut dire des trucs pareils? C'est absolument. Mais attendez, un instant. Personne n'a dit que dès qu'on allait faire des études, avoir le bac, on allait être PDG. Personne n'a dit ça. Si, ma mère. C'est pas ça la promesse de la méritocratie. La seule promesse de la méritocratie, c'est tu travailles bien, tu vas avoir une bonne note. Et si tu vas avoir une bonne note, peut-être tu auras un meilleur travail. Si tu as un meilleur travail, peut-être que tu pourras faire manger ta famille. C'est ça la méritocratie. Et si Tout t'as une simplement partie ça. C'est l'idée que le travail, le travail est Mi-patrie. comment dire, est au départ, est à la genèse de l'organisation sociale. C'est tout, c'est ça. Voilà. Donc après, évidemment, il y a l'héritage, évidemment, il y a d'autres choses. Et c'est n'importe quoi. Non, mais c'est débile. Le mythe. Non, mais c'est un truc de. Il faudra faire une émission là-dessus. On en parlait tout à l'heure, la méritocratie, on mélange tout. On dit la méritocratie, on s'imagine tout le monde est sur la même ligne et le premier arrivé. Non, c'est le contraire, la méritocratie. Ça, c'est la loi de la Je jungle. pense que personne n'a imaginé ça, Thibaut. En vrai. Si, ce qu'on disait sur la. Excusez-moi, mais la Ligue des Champions, c'est ce que vous dites. Hein. Vous voulez mettre Lens, le Servette de Genève et le Real Madrid dans la même compétition. C'est ça pour vous, la méritocratie. Non, bon, bref. On va On écouter a La eu. Fève. Vous confondez égalité et équité. Écoutez La Fève, allez voir Salomé Saké et n'hésitez pas surtout à participer sur notre cagnotte Hello Asso. Comme ça, on pourra continuer à avoir des petites émissions aussi animées que celle-ci qui était très plaisante. Vous pouvez évidemment retrouver tout ça sur notre site internet et Il surtout. disait John Rawls, j'aurais dû recommencer ça. Oui. La théorie de la Très bien. justice. Ouais. Vous comprendrez d'où je vous parle. Voilà.
Et posez des petits likes et posez des petits. Sauf évidemment, sauf moi, parce que apparemment, je suis pas dans le. Ben non, mais c'est bien d'avoir des avis différents, Thibaut. Heureusement que tu étais là pour cette émission. Non, mais ne me likez pas si vous avez peur que vos amis vous dénoncent. Ah ouais. Ne likez pas cette émission, surtout pas. Bon, messieurs, merci pour cette émission. Et nous, on se retrouve évidemment pour une nouvelle émission dès la semaine prochaine. Allez, ciao à tous. Merci.